Bonjour à tous, voici un nouvel épisode de Entre deux avec aujourd'hui une nouvelle invitée, Hortense Limousin. Comment ça va? Bah écoute, ça va, très bien, plutôt très très bien. Très bien, les vacances sont bonnes? Là, ça y est, c'est la fin des vacances, de retour avec le 3-3, mais les vacances se sont bien passées. Ah, c'est vrai qu'il y a eu un sacré été. On va y revenir un petit peu plus tard. Donc Hortense Limousin, on va faire un petit topo sur ta carrière. T'es toute jeune encore, voilà, 24 ans. T'as commencé chez les pros Basketland. Petit à petit, Mm. t'as fait tes gammes là-bas. Entre-temps, avant ça, t'as eu un petit titre de championne de France quand même en U18 avec l'anglais. Et oui, quand j'avais dit qu'il y avait pas mal de choses à voir avec, dans ta carrière, ça fait partie de ces petites choses. Voilà, donc tu as commencé au centre de formation avec Basketland et petit à petit, t'as fait tu t'es fait tes petites marques et tu es rentré au fil du temps chez les pros et en LFB. En 2018, tu signes à Saint-Amand. Exactement. C'est une saison voilà, où tu arrives, tu prends tes marques définitivement en LFB. Et la saison qui suit, c'est une saison un peu différente parce que là, tu prends du galon et tu es la meneuse titulaire. Donc c'est une saison qui va être importante pour toi, que tu vas relativement bien gérer, je trouve. Après, tu arrives à Landerneau en 2020. Et Mm. depuis jusqu'à maintenant, tu as joué jusqu'à Landerneau. Après, il y a le passage, donc ça c'est l'aparté club, et puis il y a une belle aparté aussi, équipe de France. Il y a une belle histoire. Il y en a pas, il y a plusieurs Ouais. belles histoires quand même en équipe de France. Et donc voilà, chez les jeunes, il y a des titres, il y a des beaux titres. Il y a un titre de championne d'Europe, vice-championne d'Europe, Mm. championne d'Europe, en U18, pardon, avec notamment U18. Alexia Chartereau. Et Ouais. en plus, en battant l'Espagne. Et ça, c'est plutôt Ça n'a pas de savoureux, que ce prix. soit au déjeuner ou au dîner. C'est al dente. Exactement. Et après, donc voilà, l'aventure du 3-3, la Coupe du Monde en juin dernier. Mm. Ça, on va y Ouais. revenir. Remis un peu de ses émotions ou pas? Oui, oui, il faut. Il Ouais. faut. Ça a été une belle, belle aventure. Comment tu vois un petit peu ce parcours, toi, que tu as eu? Est-ce que tu as la vision de tout ce que tu as vécu du haut de tes 24 ans, un petit peu, ou pas du tout? Non, je pense que il y a certes déjà, j'ai déjà fait la chance d'avoir déjà fait beaucoup de choses. Après, je pense que je peux encore en faire plein d'autres. Et j'ai vu que j'espère n'avoir vu que le début pour l'instant. Après, c'est vrai que faut tenir. Le plus dur, c'est que quand on Mm. arrive un petit peu à performer, c'est de rester. Enfin, on discutera quand on parlera de la Coupe du Monde, mais c'est de réussir à continuer de performer. Mais en tout cas, pour revenir sur mon parcours, je pense que c'est un parcours qui est assez atypique. C'est comme ça que je le décrirais. Je suis pas passée par un centre de formation classique ou par l'INSEP par exemple. C'est vrai que je me retrouve là aujourd'hui au même endroit que certaines filles qui ont eu des parcours bien différents et plus pas classiques parce que tous les parcours pas, classiques c'est un peu péjoratif, mais du moins les voies de base tracées peut-être initialement pour les joueuses et les joueurs. Et c'est vrai que je pense qu'il y a plein de parcours différents maintenant qui peuvent nous mener à de belles choses comme j'ai la chance d'en vivre maintenant, quoi. Parce que tu as quitté très tôt aussi ta famille, tes proches. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des, des, des choses que l'on ne voit pas aussi quand on parle de carrière de basketteuse, mais ça a été peut-être quelque chose de marquant pour toi? Ou ça faisait partie des Oui, sacrifices qui étaient une évidence? ouais, je pense aussi parce que donc du coup je suis partie pour le pôle espoir, donc c'est en minime U15, donc à 13 ans. Et c'est vrai que ça peut sembler tôt, mais c'est vrai que maintenant dans le monde dans lequel on est, c'est quelque chose qui est évident. Mais en fait, quand on y repense, on se dit bah tous les jeunes partent pas de chez eux à 13 ans. Et ouais, c'est des choses qui nous forgent et qui nous aident aussi pour le futur voilà, à être prêt à affronter ce genre de situation, à rentrer même beaucoup beaucoup moins souvent chez soi. Et ouais, ça nous aide. Et on va se pencher un peu plus sur la saison de Landerneau. Euh, Ouais. Ce serait quoi le bilan pour toi de Landerneau? Tu vois cette saison? Pas toi personnellement, mais vraiment l'équipe. Je pense que ça a été une saison vraiment compliquée. Je pense que le mot, c'est compliqué parce que on avait initialement un roster très complet avec beaucoup de, je pense, sur le papier, qui pouvait se permettre d'avoir beaucoup d'ambition. Et ça a été un petit peu dur de faire face
de nombreuses blessures, un roster qui se renouvelait de semaine en semaine parce que on avait de nouvelles joueuses. Je sais pas combien de contrats au final ont été signés, mais je pense Coup de un bon jeune. paquet. Ouais. Donc du coup, mais malgré tout, on s'en est sorti parce que forcément, on revoit nos objectifs un peu différemment quand on espérait faire playoff et qu'au final on voit qu'on gagne pas un match, enfin pas un match, mais qu'on a beaucoup de difficultés à se trouver parce que toutes les semaines fallait reprendre. En fait, on n'avait pas eu cette possibilité de construire, d'avoir un moment dans l'année où ben voilà, l'équipe elle est rodée, on y va. En fait, non, même en janvier, on a eu une nouvelle équipe, on a eu, je crois, à la rentrée de Noël, deux voire trois nouvelles arrivées. Donc, Ça s'arrêtait pas de changer. parce qu'on a eu le retour de Marie Manet du coup et deux étrangères qui sont revenues en remplaçante. Donc du coup, en fait, on reprend les bases. Et c'est vrai que du coup, on a pris beaucoup de retard. Mais pour le coup, on a honoré le maillot dans lequel on était et le club pour lequel on jouait parce que voilà, c'est un club qui est hyper méritant, qui bosse beaucoup et on avait envie à cœur de le laisser en LFB pour la saison prochaine. Donc c'est ce qu'on a fait et on peut retenir en tout cas, il faut apprendre un petit peu de ce qu'on a vécu cette année, mais on retiendra surtout aussi cette note positive de fin et de capacité à aller chercher ce maintien en LFB, quoi. C'était important parce que Landerneau n'est pas. Ça fait pas si longtemps que ça non plus que Landerneau est en LFB, il me semble. Ouais, moi je crois que Et c'était leur quatrième saison. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est quatrième saison. je crois que c'est arrivé en 2018, donc ça doit être à peu près ça, ouais. Mais effectivement, ouais, c'était une saison un petit peu en demi-teinte. C'est vrai que sur le papier, le début de saison, voilà, il y avait beaucoup de choses qui se disaient, voilà, il y avait de quoi faire. Mais voilà, après, comme tu dis, c'est des imprévus, mine de rien. Est-ce que ça joue sur le moral? Comment on arrive à s'ajuster constamment sur une saison comme ça où il y a des imprévus? Comment en tant que professionnel, on avise avec ces imprévus? Ouais, c'est sûr et certain que ça joue sur le moral parce que on est toutes des compétitrices, on joue toutes pour gagner, on s'entraîne toute la semaine pour gagner. Donc, on sait bien sûr quand on va dans un club plutôt qu'un autre que bon, on va peut-être pas être invaincu à la fin de la saison, qu'il y aura des moments difficiles et ça, on y passe tous, tous les clubs, même les plus grands. Mais Mais pour le coup, ça met un coup au moral de. En fait, il y avait énormément d'implications, j'ai trouvé, du coup, de la part des joueuses. Et souvent, je vais dire des joueuses restantes parce qu'on est rescapées, on s'appelait. Mais en fait, c'est frustrant de, malgré cette implication, pas réussir à aller au bout. On a fait des matchs à 5, non, on a eu 5 joueuses pro, plus Mmh. donc une petite jeune qui était avec nous. Et c'est vrai qu'en fait, donc tu tiens 20-25 minutes, tu proposes des choses, mais en fait après la copie, tu perds de 30 points parce que voilà, la copie elle est pas belle parce que tu tiens plus physiquement. Et c'est vrai que la dimension physique à l'heure actuelle dans la Ligue féminine, elle est énorme et on peut pas, aucune équipe ne peut se permettre de jouer avec si 5, peu 6. de joueuses, quoi. Donc, mais c'était bien sûr que c'était pas volontaire et c'était pas les clubs qui souhaitaient ça. On était obligé de faire comme ça parce qu'on était contraint par les blessures. Et non, mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivée à Basketland, je suis arrivée avec une autre jeune et on était 9e et 10e. Là où maintenant les jeunes sont 10e, 11e. Donc ça fait deux joueuses d'écart et ça montre aussi qu'en fait, les Basketland, qui était quand même déjà un club très confirmé dans la division à cette époque-là, bah, pouvaient se permettre aussi de jouer qu'avec 8 pros parce que la division le permettait, mais maintenant c'est plus possible. Et si on veut tenir et avoir de la longévité tout le long de la saison, on est obligé d'avoir des rosters minimum de 8 pros, quoi. 8-9 pros. Euh, ouais, ça montre aussi que physiquement, cette ligue, elle est énorme, quoi. Mais je me suis un peu emballée, je sais plus le début de la question. C'était le coup, si ça m'avait foutu un coup au moral, mais oui, c'est dur. C'est très dur parce que c'est frustrant, mais il faut repartir au boulot tous les lundis. Et on le faisait, mais c'est dur de pas gagner quand même. Parce qu'on a tout ça je pense, dans le cœur, dans le cerveau, on a tout envie de gagner. Donc c'était frustrant quand même, mais faut passer par là et à la fin de la saison, il n'y a rien de plus gratifiant que voilà, de se dire bon, on n'a pas fait tout ça pour rien non plus. C'est marrant que tu me parles de cet aspect physique qui aurait pu manquer parce que quand on regarde un petit peu ta saison dans la globalité, je trouve qu'elle est globalement régulière. Donc ça veut dire que tu as quand même réussi à avoir ces capacités physiques pour être régulière. Et comme tu disais, ce qui est le plus dur, c'est ça, c'est la régularité. Toi, comment tu vois cette saison personnellement?
Je suis d'accord avec toi. Je pense que j'ai réussi à trouver une forme de régularité physique parce que voilà, j'ai pas eu trop de pépins. J'ai eu juste une entorse, je crois, en février, mais que j'ai raté 2 matchs, je crois, sur tout le long de la saison. Et c'est vrai que après ça, je le dois un petit peu au 3-3 et un peu par chance au physique que je peux avoir et le fait que je me blesse pas souvent et tout ça. Je touche du bois, mais j'essaie de l'entretenir un maximum aussi. Hein. C'est pas en claquant des doigts, bien sûr que j'ai la chance de pouvoir tenir des saisons comme ça. Mais c'est vrai que sur le plan physique, je me suis sentie très très bien cette saison. J'ai pas eu de pépins et après c'est dû aussi à l'accompagnement qu'on a dans les clubs qui est de plus en plus spécifique avec nos prépas physiques et tout le corps médical. Donc pour mon cas, en tout cas, là, c'est sûr que le job, je pense, des deux côtés, que ce soit de mon côté et de leur côté, a été fait et ça a été bénéfique du coup, parce qu'on a réussi à tenir toute la saison. Donc, est-ce que ce qui vous a manqué finalement, c'était peut-être pas un peu de chance? Si c'est... Ou c'est autre chose aussi? Je pense que bien sûr, on a eu une espèce malédiction, on va appeler ça comme ça. Alors, je sais pas si, voilà, mais la chance, je sais pas si il nous en a manqué de la chance, c'est sûr, mais comme on dit souvent, ça se provoque Hum. et ça se provoque par, voilà, des attitudes, toujours cette envie aussi. Constamment de continuer de se battre sur le terrain, tout ça, parce que bien sûr que c'est pas, on perdait pas nos matchs simplement parce qu'on était en sous-effectif, parce qu'on a perdu des matchs, et ça, il faut être capable de le dire aussi, on a aussi perdu des matchs à effectif complet, donc c'est pas, je ne cache pas derrière du tout le fait qu'on ait eu des pépins. Je parle surtout de la première partie de la saison. Et non, je pense qu'en deuxième partie de saison, on a manqué d'âme, on a Le manqué second souffle? d'envie, je pense aussi, ouais. Et c'est ça aussi qui nous a un peu pénalisé. Donc, ouais. Parce il y a une défaite en mémoire un petit peu, c'était celle face à Bourges. Vous perdez de 10 points et c'était une défaite plutôt encourageante parce qu'il y avait quand même des bonnes choses. Et puis voilà, il y avait des bonnes choses qui ont été montrées sur cette rencontre. Et on se dit, voilà, peut-être que ça va être une ouverture pour quelque chose de plus. Là, c'est la semaine d'après. Mais bon, après. Ouais. À Bourges, tu veux dire? Je crois que c'était à Bourges. Ouais, je crois que Oui, oui, parce que si, c'était Bourges, à c'était Bourges. début de saison et on Oui, avait c'était pris à ça. Bourges. Oui, à Bourges. Oui, bah, bizarrement, alors ça fait 2 saisons que je suis avec Landerneau et qu'à chaque fois au match contre Bourges, on a besoin d'un regain de confiance et d'un regain tu vois, un nouveau souffle pour l'équipe. Et c'est vrai que ça fait 2 fois qu'à Bourges, ça arrive. Ça tient pas parce que, comme tu dis, la semaine d'après, direct, on est confronté un peu à nos vieux démons. Et c'est vrai que ce match contre Bourges, je m'en souviens et tu as raison. Je me souviens que le coach avait axé, voilà, on a du mal à rentrer dans la profondeur tactique sur les matchs. Donc voilà, là, on est là pour jouer, se battre, se donner à fond. Et à un moment donné, je veux dire, on voit beaucoup d'équipes dans la division qui, par leur engagement, dépassent un peu, parce que maintenant, on est à un tellement haut niveau tactique et tout le monde y est tellement que des fois, en fait, c'est l'engagement, le surplus d'âme que tu vas donner sur le terrain qui va aussi faire la différence, tu vois. Surtout pour des plus petites équipes. Après, tu as des grosses équipes comme Bourges qui te font des leçons de basket pendant 40 minutes, mais on est tous capables, je pense, de le faire, mais on n'arrivait pas à construire ça, ce vrai fond de beau jeu, tactique, tout ça. Donc je pense que ce match contre Bourges, ouais, on a essayé de se remettre dedans un petit peu dans le truc le plus pur, en fait, de notre sport, c'est se dépasser, avoir envie de gagner, parce que tout, peu importe contre qui tu joues, tu vois. Et c'est vrai que ça s'était plutôt bien passé. Après, on perd de 10 points. Le résultat, dans ces cas-là, de toute façon, on te dit, on regardera pas le résultat, on va regarder les attitudes et voilà. Ouais. Et les playdowns, comment on arrive en playdown? Comment on prépare ce, ces playdowns? Comment on se prépare? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Et voilà, déjà, il y a le fait d'encaisser qu'il y a une saison compliquée. Comment on se prépare mentalement, physiquement sur ces playdowns? Bah, c'est dur parce que voilà, ta saison se finit 3 semaines après, parce que voilà, on joue 2 fois par semaine, 3 semaines après, c'est terminé et tout le monde peut rentrer chez soi. En gros, j'extrapole. Donc c'est très très dur pour le coach et le club de réussir à garder tout le monde mobilisé parce que je pense que tout le monde ne se rend pas compte, surtout par exemple les étrangères, et que je blâme pas du tout, mais ne se rendent pas forcément compte de toute l'implication et par exemple un club comme Landerneau, tout ce qu'il y a derrière le simple fait qu'elles soient élevées, mais c'est normal parce que quand tu arrives en France pour ta première année, normal que tu connaisses pas l'histoire forcément du club. Et donc c'est dur, mais le coach, je trouve, a
très bien réussi à nous remobiliser et il nous a mis un peu en cet état d'esprit de se dire, bon, bah, voilà, on n'a pas réussi à faire les playoffs, mais on a là des playdowns qui sont. Si on avait été en playoff fini huitième, on aurait rencontré le premier. C'est encore un différent état d'esprit Ouais. à avoir. Mais pour le coup, là, tu es en playdown. Chaque match, c'est un match à la vie, à la mort pour ton club et pour toi aussi, pour ton ego, parce qu'on on a tous une certaine fierté. Et personne n'a envie de faire descendre un club avec point de guillemets, parce que c'est pas très beau de dire de cette manière-là. Mais personne n'a envie de se retrouver dans cette situation-là. Et voilà, il a réussi à nous inculquer un peu cette, cette volonté de toujours se battre le match après match tous les 3 jours et se battre pour un objectif commun qui est de sauver le club malgré tout parce que voilà, c'était ce qu'on voulait faire et laisser les filles en LFB pour l'année prochaine. Est-ce que c'est une saison où voilà, tu as été sur ces playdowns, tu t'es senti bien ou mieux que le reste de la saison? Je me suis sentie très bien pendant les playdowns, mais parce que aussi je pense que peut-être pendant la saison, j'ai pas fait une mauvaise saison, comme tu disais, mais tu te laisses peut-être un peu embarquer par le bon, bah, on gagne plus trop, qu'est-ce que ce sera la semaine prochaine? De toute façon, si on perd, ça aura pas plus d'impact que ça en a déjà, tu vois, hyper inconscient. Hein. Et tu as envie de te dire non, j'ai pas cette mentalité-là, je suis une winneuse, bien sûr que j'ai ça en moi. Mais tu vois, et après coup, quand je me dis punaise, j'ai réussi à être comme ça pendant les playdowns, je me dis oui, c'est que forcément, pendant la saison, s'est installée cette forme de confort quand on n'est pas un au final, mais où tu te dis, bon, bah, de toute façon, qu'est-ce que c'est la fatalité? Et là, par contre, en playdown, c'était, bah, là, faut se bouger à un moment donné. Et tu retrouves un objectif, tu retrouves quelque chose qui brille en ligne de mire et qui te dit, punaise, là, au bout de cette ligne, au bout de ces 3 semaines de playdown, je vois la Ligue féminine, je vois la LFB pour ce club-là. Et moi, ça, c'est des choses qui m'animent de ouf. Et trop contente de pouvoir réussir à être performante pour le club à ce moment-là, tu vois. Et pour l'équipe surtout, parce que voilà, moi, on avait quand même un très bon groupe de filles et qui avaient cette envie de bien faire les choses, je pense. Le groupe, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Je sais qu'au début de saison, sur certaines interviews, la question du groupe qui fonctionne, c'est pas forcément une évidence quand on le voit sur le terrain, mais je trouve que c'est important de le mentionner tout de même, parce que je pense que c'est réel. Il y a un vrai groupe, et pour sortir de ces playdowns, je pense que c'est un travail collectif. Est-ce que c'est une saison qui a été différente des autres pour toi par rapport aux précédentes? Oui, c'est sûr et certain, parce que l'année précédente n'est pas plus simple au final avec Landerneau, qui est vraiment compliqué aussi avec cette Coupe d'Europe ratée à domicile, tout ça. Euh, mais avec moins cette notion de groupe justement. Et en fait, le fait de cette saison réussir à garder un groupe à peu près uni, parce que voilà, on a vu, il y a tellement de filles qui sont passées dans Ouais. ce groupe, c'était un groupe quoi. Il y avait un noyau. Réussir à... Ouais, voilà, il y avait un noyau et Voilà. réussir à garder le noyau impliqué et ensemble, mais finalement, c'est gratifiant aussi, tu vois, pour le coach, parce que c'est son taf aussi, pour les gens qui bossent avec lui, les assistants et tout le reste du club, tu vois. Et c'est fort malgré tout, parce que je sais pas comment c'est en garçon, mais en fille, dans les clubs qui ont du mal à gagner, très vite, ça peut se désolidariser, tu vois. Mais je sais pas si c'est naturel, mais parfois c'est ce qui se passe en tout cas. Donc oui, c'est pour moi une saison quand même totalement différente parce que et puis l'année dernière, donc du coup il me semble qu'on la saison d'avant on n'a pas joué de play-down. Oui, on a été sauvés et en fait on Ouais, jouait pas il de n'y avait play-down. pas de play-down, il me C'était semble. donc ouais, on se sauve sur le fil et tu gardes au final cette sensation de saison bah, très très bof, mais bon tu te sauves parce que tu as fait un bon début, pas trop mauvais début, alors que là vraiment tu vas te le chercher malgré tout. Tu t'es mis dans cette position qui est une position très pourrie, mais tu vas te chercher ton maintien quoi. Et juste pour une dernière question sur les playdowns, comment on se sent à la fin de la dernière victoire, le dernier match? Comment on vit? Franchement soulagé. En plus, donc du coup on a joué à Acharné. Et donc c'était le match, le gagnant passait, Ouais. le perdant descendait. Et c'est vrai que t'as pas envie de jouer ce genre de match acharné. Ça, je trouve que c'est super dur de jouer acharné. On avait déjà joué
en championnat perdu, on avait été en Coupe de France, on avait gagné, mais voilà, c'est super dur de jouer contre Charnay. C'est une équipe, justement, comme je te disais, qui, pour le coup, elle a cette culture du dépassement et Mm. de s'arracher sur le terrain pendant 40 minutes. Et du coup, il y a une cinquantaine de personnes, du coup, non, j'abuse, j'ai dit 50, pas du tout. Il y a genre une vingtaine de personnes de Landerneau qui sont venues, mais on avait vraiment l'impression qu'ils étaient 50 pour le coup. Et en fait, on avait l'impression d'être à la maison, quoi. Et c'était un truc de ouf. Le match se termine, une espèce de communion avec le public. Et c'est cool d'ailleurs que tu m'en parles parce que l'été a été tellement vite. J'ai eu la chance de vivre tellement de choses depuis qu'en fait, je l'ai peut-être pas. Alors, c'est pas un truc qui se savoure parce que bon, tu ne fais que te maintenir en LFB, mais tu sais, de le remémorer, ça fait plaisir aussi. Mais c'était une vraie communion et tu sentais que les gens du club étaient soulagé et tu vois on pourrait te dire bon bah c'est bien travail accompli, t'as quand même fait une saison pourrie donc c'est bon, c'était enlevé, calme-toi, mais non, tu Mm. vois, tu sentais que bah tout le monde s'était remis en mode bah on a un nouvel objectif, c'est de maintenir le club en LFB et c'est l'objectif qu'on se fixe et donc tout le monde était trop content et donc trop cool. Après le lendemain je partais avec le 3-3 donc je Ah t'avoue ouais, donc que t'as tout s'est enchaîné enchaîné direct. hyper vite mais non, mais super soulagé pour le club après pour moi aussi, mais c'est vrai que ça aurait eu moins d'impact pour moi l'issue, mais malgré tout, comme je te disais, tu respectes, je pense surtout quand tu es joueuse française dans un championnat, les clubs et leur histoire, tu vois. Ouais. Bah, c'est important de souligner le travail organisationnel qui est nécessaire en fait aussi au bon fonctionnement de la LFB et du reste des championnats. Et que ce soit soutenu aussi par les personnes qui sont derrière, c'est bien. Et si elles vous suivent, et en plus, si je trouve ça cool que tu le soulignes aussi, parce que c'est important. Tu as parlé un petit peu de la Coupe de France. On va revenir un tout petit peu sur le parcours en Coupe de France. Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que voilà, vous êtes allé jusqu'en demi et puis voilà. Après, malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Ça a été une défaite compliquée face à Basketland. Mais voilà, comment ça s'est passé un petit peu? Ben, je crois qu'on fait le premier match contre Reims. Je crois qu'après on va à Charnay. Et je crois qu'au final, je crois qu'on rentre en huitième, il me semble, si je dis pas de bêtises, huitième, quart demi. Donc au final, on retrouve très vite. Ouais, pour parler de Charnay, du coup, c'est le fameux match où on y va du coup à Cipro. Et où du coup, on se dépasse, tu vois. Donc on avait cette sensation d'avoir une vraie bonne dynamique en Coupe de France. Hum. Non, et après, non, 16e, 8e quart, on joue Saint-Amand à domicile. Et donc après, en demi contre Basketland, après voilà, en demi contre le vainqueur finalement, en demi contre une équipe qui est de très haut tableau, mais qui malgré tout, on le savait, aurait sûrement du mal aussi à prétendre à un titre de champion LFB au vu des équipes qu'il y avait et au vu voilà, des pépins physiques qu'elles avaient et tout. Donc c'était un peu une équipe qui pour moi leur trophée, c'était cette année-là, leur trophée, c'est la Coupe de France, tu vois. Hum. Et je pense que ça les animait énormément. C'est quelque chose qui aurait été historique pour le club d'aller à Bercy. Et c'est vrai on l'a vécu d'une super bonne manière parce que voilà, il y a une espèce d'engouement qui a été créé autour de la demi-finale. Beaucoup de monde. On a été accueillis quand on est arrivé à la salle et tout. Tous les gens nous attendaient parce que c'était historique pour le club, Hum. du coup, demi-finale, à un match de Bercy. Et oui, après, voilà, ça a été un match. Il n'y a pas eu photo parce qu'on nous a dominés. Après, tu es toujours très déçu à la fin parce que tu repenses à, ce à quoi tu viens de passer à côté, quoi. Mais bon, il faut être capable aussi de reconnaître quand les équipes sont meilleures que toi. Elles l'avaient clairement été. Et clairement, en plus, je crois qu'on a pris 30. Mais super belle expérience de Coupe de France et de jouer des matchs en jeu comme ça. Après, t'as envie, c'est décevant, quoi. Tu te dis, t'as envie d'avoir cette capacité à vivre des choses comme ça et à te qualifier, à avoir Hum. cette force de caractère pour réussir à aller au-delà, tu vois, d'un quart, d'une demi et réussir à basculer vers vraiment une finale et des gros matchs comme ça, quoi. Mais ça viendra. Bah, c'est tout ce que je te souhaite pour le coup. Merci. On va revenir un petit peu sur la suite, très chronologique, mais donc voilà, la saison se termine, les play-downs se terminent, et comme tu l'as dit, t'enchaînes directement sur le 3-3. Ouais. Et là, il y a plein de choses qui sont en préparation.
Bon, déjà, comment tu fais cette transition hyper rapidement dans ton esprit? C'est quelque chose que voilà, tu travailles depuis plusieurs années, d'être sur plusieurs dossiers, entre guillemets. Oui, on est un peu habitué aux fenêtres internationales, du coup, on enchaîne aussi beaucoup 3-3, 5-5, on fait beaucoup la bascule. C'est vrai qu'on nous demande en fait d'être assez attentif à ça parce qu'on pourrait penser que bon, bah, je fais du basket et je peux faire du basket malgré tout. Et la bascule n'est pas si facile que ça. Mm. Et parce que c'est deux disciplines totalement différentes, deux approches différentes. On sort du coup justement d'une saison de 5-5 hyper éprouvante émotionnellement et physiquement. Et tu joues le mardi et le jeudi, tu dois être à Tel Aviv, le bout de l'Europe, enfin, le bout de là-bas, quoi. Et, et donc du coup, c'est dur parce qu'en fait, tu as envie, tu dois performer dès ce moment-là. On n'allait pas en stage de préparation, en fait. On allait Ouais. vraiment en tournoi mondial de la Women's Series où tu as envie d'être performant. Bien sûr qu'on sait bien qu'il y a des états physiques qui allaient être différents parce que du coup, on est parti avec deux joueuses qui sortaient de Playdown et donc du coup, deux joueuses qui jouaient en Ligue 2, donc qui avaient fini donc, un mois et demi plus tôt. Donc en fait, au final, des approches vraiment différentes dans l'état de forme, tu vois. Mm. Et au final, ça s'est plutôt très bien passé. On a eu le temps de couper un petit peu après. Après, on a enchaîné du coup avec la préparation à la Coupe du Monde, qui était du coup, on était vraiment prête à réattaquer en mode 3-3, quoi. Est-ce que c'est pas trop dur? Comment on arrive à enchaîner vie professionnelle et vie personnelle sur ces enchaînements? En plus, on vit beaucoup d'émotions parce que, mine de rien, ça demande beaucoup physiquement, mais je pense que, voilà, moi, comme tu le disais, mentalement aussi, ça demande beaucoup. Et puis, les questions de santé mentale, c'est quelque chose qui revient souvent. Et voilà, d'avoir Mm. un planning chargé comme ça, et comment tu prépares tout ça? Bah, en fait, moi, ce que je trouve plus dur, c'est de repartir en club. Tu vois, par exemple, le moment où je repartirai en club en C5, t'as toujours cette euphorie. En plus, là, enfin, c'est pas un nouveau club dans lequel je repars, mais tu repars dans une nouvelle aventure et tout. Tu recommences une saison, c'est super excitant. Souvent, les pré-saisons, tout ça. Et je trouve ça plus dur émotionnellement que. Après, bon, bien sûr, il y a toute la partie physique, faire attention à toute la charge que tu as eue, tu vois, mais comme tu parlais de mentalement, je trouve ça Mm, plus dur mentalement à ce moment-là que qu'au moment de basculer au 3-3. Mais ça vient aussi du fait qu'on a vécu des trucs de ouais. fou avec la Coupe du Monde. Parce qu'en fait, comme tu disais, c'est vrai que c'est dur un peu de jongler avec le professionnel et le personnel. Euh, mais en fait, t'as l'impression que tout se mélange. Tu vois, quand on fait championne du monde et que les gars font troisième, ouais, en fait, quand tu rentres chez toi, tu te dis, ah, mais j'étais trop bien, quoi, je veux repartir. C'était ma famille, quoi, entre guillemets, Mm. tu vois. Et c'est ça qu'on dit souvent du 3-3, et ça paraît un peu bête, c'est la famille 3-3, tout ça, mais c'est vraiment une culture qui est créée. En fait, on est bien, on se sent bien, c'est dur, c'est très dur, parce qu'il y a des moments difficiles, tu vois. On perd des compètes, on s'entraîne très dur, tu voyages beaucoup, tu es fatigué. Mm. Mais en fait, tu apprends aussi à en faire ton quotidien et ta vie perso, tu vois, le mêler à tout ça. Alors bien sûr qu'on a tous nos à côté et notre vie privée, tu vois, mais, euh, mais on est toutes, je pense, super heureuses et on s'intègre tous au projet qui est de se dire, bon bah oui, là c'est très pro, mais malgré tout, c'est un monde aussi où il va falloir qu'on donne tous un peu de notre univers personnel pour en faire un ensemble, tu vois, tous ensemble. Ouais, c'était vraiment cool par rapport à ça, c'est que tu kiffes, quoi. Pour donner un exemple, je suis rentrée chez moi juste après la Coupe du Monde. Juste le lendemain, on gagne, je crois. Le lendemain, on gagne. Et le soir, je mange avec mon père. Et vraiment, on n'était que tous les deux. Et à la fin de la soirée, je me dis, mais Hortense, tu te rends pas compte comment t'es insupportable là. J'étais imblairable, quoi. J'étais parce que je boudais, parce que j'avais pas envie d'être là, quoi. Alors Ah que tu oui. sors de 2 semaines à fond, mais en fait, tu viens de vivre des trucs de ouf. Ah ouais, c'est les Et je montagnes me dis, russes, en mais. fait. Et tu sais, du coup, tu redescends d'un coup, t'es toute seule, alors que tu sais, t'as envie Mm. de. Mon père, j'avais juste envie de tout lui raconter, je lui racontais tout au final. Et tu sais, toujours avec ce sentiment un peu de. T'es un peu désagréable parce que t'auras envie de continuer à être avec les copains et le 3-3 et de Un refaire peu des la fin des matchs vacances, et quoi. de.
Ouais, bah ouais, mais dit comme ça, alors qu'au final, c'est pas des vacances du tout, tu Ouais. vois. Et c'est pour ça que je te dis que tu t'en mêles professionnel et personnel, parce que Hmm. c'est malgré tout, et j'insiste dessus, pas des vacances du tout que d'être au 3 quoi. Colonie de sans vacances. La colonie, mais juste colonie. Je sais même pas, tu vois. Je sais même pas, c'est juste que tu kiffes, Ouais, ouais. tu fais une famille avec tes collègues, quoi. Est-ce que c'est quelque Donc, chose que tu vois le 3-3 comme ça différemment des expériences que tu as pu avoir chez les jeunes en équipe de France? C'est vraiment ouais, différent? malgré tout, ouais. Ouais. Malgré tout, ouais, c'est super différent. Mais j'ai adoré mes expériences Hmm. jeunes 5-5 parce que ça te fait énormément grandir, je trouve. J'ai vraiment appris beaucoup de là, tout comme j'apprends beaucoup du 3-3, mais dans l'approche. Mais parce que tu es plus jeune aussi, on est obligé de te cadrer un peu plus, te mettre dans Hmm. des rails. Et au 5-5, c'est des équipes de 12, tu es coaché, t'es staffé, c'est incroyable. Et, euh, et en fait, tu dois un petit peu rentrer dans un pas un rôle, mais tu vois, on te prend un peu le meilleur de toi et on te dit, bah, tu sais ce qu'on veut de toi sur un terrain. Toi, tu amèneras ça, toi, tu amèneras ça, tu amèneras ça, et on fait un mélange qui va super bien marcher. Alors que là, au 3-3, on me dit, on veut tout ce que tu fais de bien, et même tout ce que tu fais de moins bien, parce que on t'essaiera de pas trop le faire, mais on te prend pour toi, pour ce que t'es, pour tout ce que tu proposes sur un terrain. On vous prend les quatre pour ça et aller au combat, tu vois. Et moi, c'est ça que j'adore aussi dans le 3-3. Mais je pense que j'aurais pas pu vivre des choses comme ça au 3-3 si j'avais pas eu la rigueur que m'a apporté le Le 5-5. 5-5. C'est très, enfin, je veux pas qu'on pense que le 3-3 c'est pas rigoureux du tout. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est vrai que le 5-5 dans le quotidien, ben, t'es pas dans un terrain où il y a de la musique toute la journée, où il faut être capable de toi, t'es pas coaché, donc te débrouiller tout seul un peu dans ton organisation. C'est ça que le 5-5 nous apporte, je pense. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur le parcours de la Coupe du Monde. Euh, c'est des questions qu'on a dû poser 1 million de fois, mais comment on vit? Comment on vit tout ça, tout ce qui s'est passé? Parce qu'en plus, le 3-3, ça va très vite, les matchs s'enchaînent très vite, on arrive très rapidement à la finale finalement. Et comment on encaisse tout ça, quoi? Ben, c'était incroyable, hein. Franchement, c'était le mot. C'est vrai que ça va vite, mais malgré tout, t'as pas le temps de te poser 3000 questions. Après, on avait un peu de temps quand même entre les matchs. Mais en fait, tu rentres pas à l'hôtel, tu t'as pas le temps de faire 3000 débriefs de ton match que tu viens de finir. Tu passes direct à ton adversaire suivant. Et c'est ça qui est hyper cool, c'est qu'en fait, tu joues, c'est une espèce de forme de d'hyper spontanéité où en fait, voilà, faut continuer de rester comme on est, nous-mêmes, sans se dénaturer et voilà, passer à l'adversaire suivant. Et en fait, ouais, incroyable cette sensation. Franchement, c'est des sensations de ouf. C'était vraiment très très bien. Tu reçois le titre quand... Est-ce que tu le sens un petit peu parce que il se passe quelque chose dans le 3-3 en ce moment en termes de médiatisation. Est-ce que à la fin sur cette finale, tu le sens tout ça ou peut-être c'est après avec les interviews qui viennent un petit peu. Est-ce que tu le sens cet engouement? Est-ce qu'il est important aussi? Enfin, c'est une question un peu bête parce que oui, mais comment tu vis tout ça? Comment, sachant que tu fais partie des pièces maîtresses, des joueuses marquantes qui ont ramené le premier titre Mm. en France, comment tu vis toutes ces choses-là qui sont en train, parce que en fait, t'es intégré dans quelque chose qui bouge, mais vraiment beaucoup, qui évolue. Comment tu t'intègres là-dedans, quoi? Bah, c'est vrai qu'on le sent. Et pour vivre aussi, par exemple, la Women's Series tout au long de l'été, qui est une compétition mondiale d'un niveau énorme, qui elle n'est pour le coup pas du tout médiatisée, et se retrouver dans une Coupe du Monde qui a été vraiment plutôt bien médiatisée par rapport à l'évolution, comme tu dis, qu'a le 3-3 ces dernières années, on peut toujours faire beaucoup mieux, hein, mais en fait, ouais, je pense que tu te rends compte après coup avec les différentes sollicitations et quand tu vois les gens qui ont regardé, qui ont suivi et ouais, comme tu dis, tu rentres dans une spirale où les choses évoluent, mais où tu vois aussi toutes les évolutions possibles et qu'il peut encore y avoir, tu vois. Parce que je pourrais sortir de là et te dire, ouais, c'était trop bien, il y avait la télé, après on a eu plein de gens qui ont voulu nous interviewer et tout, mais malgré tout, tu te rends compte que bah, il y a encore plein de monde qui a mais aucune idée de ce que ça peut être, mais même des gens qui font du sport, hein, Mm. qui touchent même au basket, tu vois, qui le 3-3 pas du tout. Et en fait, bah, c'est cool parce que ça donne envie tu te dis, bon, bah, on a déjà touché beaucoup de gens, on a envie d'en toucher encore beaucoup plus sur les prochaines compétitions, mais ça viendra franchement, plus les jeux qui arrivent à Paris, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça prenne pas
de l'ampleur comme ça le mérite. Un objectif 2024? Forcément, mais c'est un objectif, je pense, là, on est un groupe d'une dizaine de joueuses et je pense qu'on peut toutes se permettre aujourd'hui d'avoir cette ambition-là et des jeunes qui sont derrière nous peuvent se permettre de l'avoir aussi. En fait, c'est à partir du moment où ouais, on a le droit de transformer ce qui initialement peut être un rêve en objectif, c'est déjà un truc de fou, je pense. Donc, moi, j'imagine même pas ce que c'est de pouvoir le faire. Encore, je pense que là, on est sur un autre level, mais de se dire que déjà, on fait partie de ceux qui ont le droit de rêver, de penser, de bosser pour les JO de Paris 100 ans après la dernière fois qu'ils ont lieu à Paris. Ouais, c'est assez historique quand même, je pense, mais ça me motive au quotidien, donc c'est top. Et on va revenir un petit peu là sur ton été, sur déjà qu'est-ce que tu fais quand tu te reposes? Comment tu coupes un petit peu? Parce que voilà, tu m'expliquais que c'était peut-être assez difficile de couper, mais est-ce que tu arrives quand même tout de même à le faire? Et comment tu profites un petit peu de ces moments-là? Et du coup, en fait, on a tout eu plus ou moins un été différent parce qu'en fait, donc on a fait la Coupe du Monde et après, donc le groupe élargi est de nouveau réuni. Et en fait, on est toutes réparties sur les Women's Series, donc sur les tournois pour tourner et pour optimiser notre récupération. Donc, on lance à peu près toutes le même nombre de Women's Series. Et du coup, moi, j'ai eu la chance d'enchaîner vachement après ma fin de saison avec Landerneau. Donc tout juillet en gros. Et c'est vrai que j'ai eu par contre de temps en temps 4-5 jours de récup et ça deux, trois fois depuis. Et c'est vrai que je rentre chez moi, je coupe. Ouais, là, dernièrement, j'avais eu une semaine, une bonne semaine, donc c'est cool de pouvoir rentrer, couper. Mais en fait, au final, au bout de 5 jours, t'as hâte de repartir avec le 3-3. Donc, C'est addictif le 3-3, très, très, trop. Je sais pas si faut peut-être dire trop même. ah ouais? 3-3 ou 5-5 alors du coup? Basket. Ah, ça c'est réponse piège ça. Basket. Non, j'adore à l'heure actuelle la proportion que j'ai de faire du 5-5 à l'année et du 3-3 l'été comme ça. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a des étés où je prendrai énormément de plaisir en 3-3. Il y aura peut-être des étés qui seront plus compliqués en 3-3. Là, j'ai envie de te dire, bien sûr que cette année, je prends un espèce d'énorme plaisir à faire du 3-3 tous les jours. Donc, je pense que ça peut varier, mais vraiment, le basket pour le coup, j'ai hâte de refaire du 5-5 aussi, même si pour l'instant, je suis trop bien en 3-3. Et c'est très dur de faire un choix et j'en ferai pas, je pense, parce que ouais, j'adore les deux. Et du coup, comment tu gères un petit peu ta prépa physique entre les fenêtres de 3-3 et puis l'arrivée aussi de la nouvelle saison? Comment tu arrives à t'organiser là-dessus? Comment c'est organisé même? Ben là, c'est vrai que l'été passé, j'avais déjà pas beaucoup coupé et enchaîné directement avec ma série 5-5 qui était assez intense. Et là, on a enchaîné encore. Et donc, du coup, quand j'ai 4-5 jours, j'essaie de couper. Je pense que moi, ce qui me fait plus peur, c'est plus la charge mentale que la charge physique. Je sais qu'à un moment donné, mon corps me dira peut-être attention, t'es fatigué, machin comme ça, mais pour l'instant, je ne le ressens pas et comme je disais tout à l'heure, j'ai la chance de pouvoir tenir sur ce plan-là physiquement. Mais en tout cas, je sais que ce qui, moi, pourrait me faire peur, c'est cette charge mentale d'enchaîner et là de rebasculer directement dans un mois, dans un nouveau projet 5-5 avec de nouveaux objectifs, ambitions, la pression qu'on retrouve parce que on a beaucoup de pression de sélection, tout ça au 3-3, mais au 5-5, voilà, ça reste notre métier, donc on a une pression au quotidien aussi voilà, d'être bon, d'être efficient, que les gens aient envie de te garder. Tu vois, il y a beaucoup de choses derrière. Il y a tout cet aspect financier, tout ça, de vie aussi perso. Mais donc, ouais, ça, c'est plus cette charge mentale. Donc, j'essaie de couper basket. Après, je m'arrête jamais vraiment physiquement. Et je coupe 3-4 jours. Après, je m'y remets tranquille à bosser, quoi. Et donc, quand tu fais pas du basket, tu fais quoi alors? Du basket? J'aime bien bouger. J'aime bien faire plein de choses. Ouais, en vrai, j'aime dans le sud faire des randos. J'aime bien faire de l'escalade, tu vois, faire des trucs que je fais Ouais. pas souvent et qui me permettent aussi de changer, mais continuer de physiquement rester aussi dans un bon état de forme, quoi. Et donc, du coup, on va repartir un petit peu sur la saison qui arrive. Ouais, Tu changes de club, ouais. tu vas à Saint-Amand. Comment ça s'est
passé? Qu'est-ce qui t'a amené sur cette décision? Toute honnêteté, j'ai pas eu 3500 choix, mais c'était pas. Enfin, je veux dire, parfois c'est plus facile de faire des choix quand on n'a pas 50 en option aussi. Mm. Mais non, je suis partie de Saint-Amand avec l'objectif de sortir de ma zone de confort et voilà, de travailler sur les réels points, moi, techniquement et tactiquement, que j'avais vraiment à travailler. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, mais je pense que je suis vraiment venue trouver ce que je cherchais à Landerneau. C'était 2 saisons quand même vraiment dures émotionnellement. Et là, en fait, j'avais envie de reprendre énormément de plaisir sur un terrain. Et je pense que ça ira dans la continuité de ce que je vis actuellement avec le 3-3 et m'amuser, être moi-même, parce que c'est un jeu quand même initialement, tout en prenant en compte, comme je disais, toutes les dimensions qui sont autour et du fait que ce soit notre métier au-delà du jeu. Mais ça reste la raison pour laquelle les choses se sont faites. Après, il n'y a pas eu un énorme turnover sur le poste de meneuse de jeu cette année en Ligue féminine. Je pense que tu l'as vu. Il n'y a pas eu énormément de mouvements. Mais, euh, mais ouais, contente de ce choix-là. Et puis on verra, enfin, on verra le moment venu aussi, tu vois. J'y pense pas forcément. Il y a encore beaucoup de choses, j'espère, et je croise les doigts pour les vivre, à vivre avec le 3-3. Donc pour l'instant, tu t'es calé aucun objectif personnel sur ta saison à venir à la maison mère un petit peu, parce que c'est là où on t'a donné entre guillemets une chance où tu avais été meneuse titulaire. T'as pas d'objectif concret personnellement. Là, les objectifs aussi de performance euh, individuelle et collective. Après, je sais que c'est pas Bourges non plus qui doit avoir des objectifs comme perdre moins de 2 matchs en saison, quoi. Mais, euh, mais non, avec des vraies ambitions, quoi. Puis je suis vraiment content de l'équipe qui a été faite. Donc j'ai hâte. Après, bien sûr que personnellement, j'ai envie encore de faire un pas en avant entre la saison dernière que j'ai pu faire, qui était bonne, juste sur le plan individuel. Mais encore envie voilà, de monter une marche grâce à aussi ce que je peux vivre au 3-3 qui va me faire aussi aller de l'avant, je pense. Petite question comme ça, est-ce que voilà, le cap de vivre des titres en 3-3 et d'arriver en 5-5 dans des saisons un peu plus compliquées, c'est pas difficile comment tu gères ces deux choses-là? C'est deux sensations différentes, vraiment dans deux objectifs qui sont relativement différents, je pense. Ouais, Tu me dis si je me trompe, mais comment tu les gères en fait? Parce que du coup, tu as des ambitions, voilà, vous êtes toutes des gagnantes et ouais. tu es sur des objectifs concrets en 3-3 et puis quand tu pars sur le 5-5, c'est plus complexe. Ouais, bien sûr, tu as totalement raison. C'est vrai que je n'ai pas la prétention de me dire l'année prochaine, je veux gagner le championnat de France et la Coupe de France. Et voilà. C'est tout joueuse, tout joueur a envie de gagner. Après, tu sais aussi les... où est-ce que tu signes, où est-ce que tu vas. Je dis pas que je vais dans un club qui finira pas, et au contraire, je pense, mais qui se donnera les ambitions qu'il peut se donner et qui ont le droit d'être très élevés, tu vois. Mais Mhm. comme tu dis, c'est vrai que forcément, tu as envie de te dire, tu as envie tout le temps de gagner, rafler le titre. Sauf que voilà, je sais que j'ai la chance de pouvoir le vivre en 3-3, mais il y a une réelle distinction entre les deux. Donc, mettre toutes les choses toutes les cartes de mon côté et utiliser tout ce que j'apprends en 3-3 pour le mettre au profit en 5-5 pour devenir une meilleure joueuse et aussi prétendre un jour à pouvoir me dire je veux rafler plein de titres en 5-5. Et pour l'instant, voilà, il y a une réelle distinction entre les deux. Ça fait pas de moi une mauvaise joueuse de 5-5 ou ça fait pas de moi une excellente joueuse de 3-3. Bien sûr. Mais voilà, ça fait de moi une joueuse de basket qui fait les deux, qui fait du 3-3 et du 5-5, qui a la chance de pouvoir vraiment performer en 3-3 et en 5-5 aussi, mais pour l'instant à ma juste valeur, quoi. Est-ce que tu aurais des ambitions de partir de la LFB un de ces jours? Est-ce que ça fait partie des Euh, projets qui te, j'ai qui pas te passent, de. qui traversent l'esprit peut-être? Ouais, qui me traverse l'esprit, oui. Dans ma carrière, j'aimerais vraiment me dire que j'ai tenté des championnats étrangers. Après, ça se fera pas, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'anime. J'ai pas peur de partir ou de tenter. Je pense que ça peut être des vraies expériences de vie au-delà des expériences sportives. Et moi, j'aimerais bien. Après, incapable de te dire quand, incapable de te dire où et incapable de te dire si ça se fera. Donc, c'est pas génial comme réponse, mais
Dans l'envie, en tout cas, ouais, pourquoi pas vraiment. Et tu me parlais on parlait de projet un petit peu, et c'est quoi les objectifs de Saint-Amand un petit peu cette saison? Je pense que les objectifs du club seront de se qualifier en play-off. L'objectif élevé, ce sera sûrement de se qualifier en play-off et d'atteindre le plus haut classement possible. Après, il faut pas oublier que pour, euh, pour se qualifier en play-off, il faut maintenir le club et sortir des playdowns. Donc, on peut le voir des deux côtés, tu vois. Donc, se sortir des playdowns et avoir cette place de play-off up, donc ça serait vraiment cool. Ouais. Et dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter cette Qu'est-ce qu'on saison? peut me souhaiter cette saison? Bah, alors pour cette fin de saison 3-3, Pour les de jours à venir. participer. Et en tout cas, même si je participe pas, enfin, de me souhaiter de participer, du coup, il va y avoir la Coupe d'Europe et la finale des Women's Series, donc la compétition mondiale qu'on joue tout l'été. Donc de me souhaiter d'y participer, parce qu'on est qualifié et on va essayer d'être dans le groupe final. Et après ça, de voilà, mettre à profit tout ce que j'ai appris cet été avec le 3-3 sur ma 65-5 et rester sur cette dynamique-là de performance et de plaisir énorme que je prends à jouer, quoi. Ben écoute, je te remercie, c'était super. J'ai Merci pas trop d'avoir. parlé, généralement je parle beaucoup. Hein, je suis désolée. Non, c'est parfait. T'as répondu. Je pose beaucoup de questions aussi, donc c'est parfait. Donc merci, merci, merci. Merci à Avec toi. plaisir. Non, Et avec plaisir. c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous pour cet épisode d'entre-deux. Et je te Bah, souhaite une merci beaucoup, très moi ça bonne m'a fait très saison. plaisir. Merci beaucoup, c'est gentil. À plus, Merci beaucoup au à toi, bonne revoir. continuation. Salut. Merci, ciao.